Imaginez, un anniversaire luxueux à la Mère Brasier, à Lyon, entièrement payé par un père notaire de 67 ans. Il arrive en retard et entend sa belle-fille arrogante lever son verre de Dom Pérignon. Quelle chance que ce vieux raté n'ait pas osé venir. On va enfin pouvoir s'amuser. Son fils trinque avec elle. Sourire glacial. Il ressort sans un mot. Passe un appel. 15 minutes plus tard, le restaurant annonce que la soirée est terminée. Plus un centime. Et ce n'était que le début de leur chute. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire quelle heure il est dans ta région en ce moment. Le champagne pétillait dans les coupes de cristal, tandis que je poussais la porte du restaurant La Mère Brasier. 45 minutes de retard. Mon client, M. Bertrand, avait insisté pour finaliser l'acte de donation ce soir-là même. Et quand on gère une étude notariale depuis 40 ans, on apprend que certains dossiers ne peuvent attendre. J'avais prévenu Antoine par message. Léger contretemps professionnel. J'arrive. Pas de réponse, mais ce n'était pas inhabituel. Mon fils unique avait toujours été distant, pragmatique, diraient-on certains. L'atmosphère du restaurant m'enveloppa immédiatement. Ce mélange de conversations feutrées, de rires élégants et de parfums de truffes qui justifie les 2 étoiles Michelin. 8 750 € pour cette soirée. Une somme que j'avais virée sans broncher quand Céline, ma belle-fille, avait évoqué l'importance de marquer dignement les 38 ans d'Antoine dans un cadre à la hauteur de sa réussite professionnelle. Traduction, elle voulait impressionner ses amis. Je m'apprêtais à rejoindre le salon privé que j'avais réservé quand sa voix résonna, claire et tranchante comme du verre brisé. Quelle chance que ce vieux raté n'ait pas osé venir. On va enfin pouvoir s'amuser. Je me figeais dans l'encadrement de la porte. Céline se tenait debout, une coupe de Dom Pérignon à la main, 1200 € la bouteille. J'avais validé le choix moi-même, son visage rayonnant de cette joie mauvaise que je lui connaissais bien, mais que je m'étais toujours efforcé d'ignorer. Autour de la table, une vingtaine d'invités. Certains riaient, franchement, d'autres affichaient cette expression gênée des témoins complices malgré eux. Céline, quand même, murmura mollement une femme que je ne connaissais pas. « Quoi, c'est la vérité » répliqua ma belle-fille en levant son verre plus haut. Un père qui ne comprend rien à rien, qui s'habille comme dans les années 80, qui nous gave de ses histoires de vignobles et de notariat. Franchement, Antoine, avoue que tu es soulagé qu'il ne soit pas là. Mon fils, mon unique enfant. Il leva sa coupe avec un sourire en coin. Tu as raison, ma chérie, à nous, à notre vraie famille. Les verres tintèrent. Les conversations reprirent, plus animées, plus légères. Personne ne m'avait vu. Je reculais doucement, mes semelles italiennes silencieuses, sur le parquet ciré. La porte se referma sans bruit derrière moi. Le maître d'hôtel m'adressa un regard interrogateur. « Un empêchement de dernière minute », articulai-je calmement. Présentez mes excuses. Dehors, l'air frais d'octobre me gifla le visage. Je marchai jusqu'à ma Peugeot 508 garée rue Royale, m'installai au volant et sortis mon téléphone. Mes doigts ne tremblaient pas. 40 années à rédiger des actes notariés m'avaient enseigné le contrôle. Je composais le numéro de Didier Blanc, directeur de l'agence bancaire où je confiais mes affaires depuis 23 ans. « Pierre, à cette heure ?»« Didier, le virement que j'ai programmé ce matin pour le restaurant La Mère Brasier. Code d'autorisation LM B-381025. Annule-le immédiatement. » Un silence. « Tu es certain? Le montant est déjà... » « Annule-le, Didier. Erreur technique. Je réglerai les détails demain matin. » « Entendu. » C'est fait. Je raccrochai et consultai ma montre. 21h12. Le dessert ne serait pas servi avant 21h45. D'ici là, le directeur du restaurant aurait contacté sa banque, découvert le problème, et mon téléphone vibra. Antoine, évidemment. « Papa! Papa! Il y a un problème avec le paiement. Le restaurant dit que le virement n'est pas passé. Il réclame 8 750 € immédiatement, devant tout le monde. Céline est... Papa, qu'est-ce qui se passe ?» La panique dans sa voix aurait pu m'attendrir il y a encore une heure. Maintenant,
Elle me procurait une satisfaction que je n'aurais jamais imaginé éprouver. Incident technique, Antoine. Tu es un homme de 38 ans, directeur marketing dans une entreprise respectable. Je suis persuadé que tu sauras gérer cette situation. Bonne soirée. Mais papa, je n'ai pas... Je coupai la communication et éteignis mon téléphone. Dans le rétroviseur, mon reflet me renvoya l'image d'un homme de 67 ans, aux tempes grisonnantes, au costume 3 pièces impeccablement coupé, aux yeux bleus devenus soudain très froids. Vieux raté. Les mots résonnaient encore dans ma tête. Je démarrai et pris la direction de Croix-Rousse, vers ma maison familiale. Celle que mon père m'avait léguée, celle que j'avais entretenue avec soin, celle qu'Antoine et Céline envisagèrent de vendre après ma mort pour enfin s'offrir cette villa en Provence. Je l'avais entendu de leur propre bouche, 6 mois plus tôt, lors d'un dîner où ils me croyaient assez sourd pour ne pas saisir leur conversation à mi-voix. Vieux raté. 40 années à bâtir une étude notariale prospère. 40 années à accumuler un patrimoine confortable. 10 années à financer la vie d'Antoine et Céline sans jamais rien demander en retour. Et pour toute reconnaissance, un toast joyeux à mon absence. Les feux de Lyon défilaient par la vitre. Je connaissais cette ville par cœur, chaque rue, chaque recoin. Comme je connaissais par cœur le droit français, ses subtilités, ses failles, ses possibilités infinies pour qui savait les exploiter. Un sourire étira mes lèvres. Pas un sourire chaleureux. Un sourire de prédateur qui vient de repérer une proie particulièrement vulnérable. Ils allaient découvrir ce qu'il en coûtait de sous-estimer un vieux raté qui avait passé sa vie à maîtriser l'art des donations, des usufruits et des réserves héréditaires. Le lendemain matin, je m'installai dans mon bureau avec une cafetière pleine et une détermination nouvelle. Les rayons d'octobre traversaient les fenêtres, projetant des motifs sur mon bureau en noyer. 40 ans d'archives soigneusement classées m'entouraient. Je sortis le dossier « Antoine, patrimoine familial ». Les chiffres s'alignaient, implacables. 320 000 € pour l'appartement de 90 mètres carrés dans Confluence. 52 000 de travaux, parquet en chêne, cuisine allemande, salle de bains en marbre. 28 000 de meubles design. Une Mercedes à 45 000, indispensable pour l'image professionnelle. Les coûts de main mensuels, 1 200 € pendant 7 ans. Les crédits remboursés. Les vacances aux Seychelles. Total, 487 000 € en 10 ans. Presque un demi-million. De quoi acheter 2 appartements à Lyon. Au lieu de cela, j'avais construit leur cage dorée. Mon téléphone sonna. Antoine, encore. 5e appel. « Papa, il faut qu'on parle, hier soir. » Céline avait trop bu, elle ne pensait absolument pas ce qu'elle disait. 990 € de fleurs, l'interrompis-je calmement. 1 200 de champagne, Dom Pérignon. 430 de foie gras. J'ai le détail complet, Antoine. Je me demande si tout cela en valait la peine. Silence perplexe. De quoi tu parles? Papa, le restaurant a accepté que je paie en 3 fois, mais c'est embarrassant et nous déjeunerons la semaine prochaine. Je te rappellerai. Je raccrochai. Mes doigts pianotèrent. La semaine prochaine. Le temps nécessaire pour consulter qui il fallait. Pour affûter mes armes juridiques. Je me dirigeai vers la bibliothèque où, derrière les œuvres de Balzac héritées de mon père, je conservais mes documents sensibles. L'acte de donation de l'appartement d'Antoine, rédigé par mes soins il y a 8 ans, quand Céline était enceinte d'Emma. Pour la petite famille, avait-elle roucoulé en posant une main sur son ventre, me servant son sourire le plus attendrissant. Je parcourus le document jusqu'à l'article 7. Cette clause, insérée avec soin, la réserve d'usufruit. Je leur avais donné la nue propriété, le droit de posséder. Mais j'avais conservé l'usufruit, le droit d'utiliser et d'en tirer profit. 8 ans sans exercer ce droit. Par gentillesse. Par cette stupide conviction que la famille primait sur tout. Vieux raté. Mon regard tomba sur la photographie encadrée. Antoine a 6 ans, sur mes épaules dans le Beaujolais. « Papa, on voit toute la France d'ici », avait-il crié, extasié par les vignobles dorés. Quand cet enfant joyeux était-il devenu cet homme qui trinquait à mon absence? La réponse, progressivement. Les anniversaires oubliés, les déjeuners annulés,
les regards échangés avec Céline quand je parlais de mes vins. Cette façon de ne me contacter que pour l'argent, précédée de questions polies sur ma santé. Et moi, l'imbécile, qui ouvrait mon portefeuille en me persuadant que c'était pour préserver la famille, pour le bien d'Emma. Je reposai la photographie face contre le bureau. Ce geste me procura une satisfaction étrange. Quelques minutes après, j'appelai maître Laurent Fontaine. Nous nous connaissions depuis l'Université de Lyon. Avocat spécialisé en droit de la famille et des successions, Laurent possédait cette rigueur intellectuelle doublée d'une créativité juridique que j'appréciais. « Pierre, quelle surprise ! Que puis-je pour toi ? J'aurais besoin d'une consultation confidentielle, mardi matin, dans ton cabinet rue de la République ? Bien sûr, un dossier délicat, très délicat et extrêmement personnel. » Son intérêt s'aiguisa. Laurent adorait les cas complexes. J'annule mon rendez-vous de 9 heures. Viens à 8h30, nous serons tranquilles, apporte tous les documents pertinents. Après avoir raccroché, je retournai à mes dossiers. Les reconnaissances de dettes qu'Antoine avait signées, 67 000 € jamais remboursés, malgré ses promesses de « dès que j'aurai mon bonus ». Les courriers bancaires, où je figurais comme garant pour leur crédit automobile, engagements pris sans m'en informer. Les relevés montrant la régularité des virements mensuels, chaque document était une arme. Légale, affûtée par 40 années de pratique notariale. Mon téléphone vibra. Message de Céline. « Pierre, Antoine m'a raconté, je suis vraiment désolé. Trop de champagne, vous savez, vous me connaissez. Gros bisous. » Je fixais l'écran. « Vous me connaissez. » Oui, parfaitement. Son sourire calculateur, ses compliments parcimonieux. Sa façon de m'appeler Pierre plutôt que papa, juste assez familier, juste assez distant. Je ne répondis pas. À la place, je commençai une liste détaillée. Tout ce que je pouvais faire, légalement, pour reprendre le contrôle de mon patrimoine. Pour leur montrer que la gentillesse n'était pas de la faiblesse. Pour leur enseigner que le respect des parents n'est pas négociable. Dehors, Lyon s'éveillait dans la douceur d'automne. Les cloches de Fourvière sonnaient au loin. Mais dans mon bureau baigné de lumière, quelque chose de froid prenait forme. Un plan, une stratégie, une vengeance aussi élégante que dévastatrice. Car quand on sous-estime un notaire français avec 40 ans d'expérience, on commet une erreur fatale. Nous connaissons tous les secrets du patrimoine, toutes les subtilités du droit, tous les moyens légaux de reprendre ce que nous avons donné. Et moi, j'avais 40 ans pour transformer leur arrogance en cendres. Légalement, méthodiquement, implacablement. Quelques jours plus tard, je poussai la porte de l'étude de maître Laurent Fontaine, rue de la République. Son cabinet occupait un bel étage haussmannien, tout en boiserie sombre et plafond haut. Laurent m'accueillit avec sa poignée de main ferme habituelle. « Pierre, entre, j'ai du café. » Son bureau ressemblait à une bibliothèque juridique vivante. J'avais apporté mon classeur noir, tous les documents, relevés, actes que j'avais rédigés avec tant de générosité. Laurent parcourut les papiers méthodiquement. Ses doigts s'arrêtèrent sur l'acte de donation de l'appartement, un sourire discret. « Tu as gardé l'usufruit. Précaution professionnelle. Excellente précaution. » Il leva les yeux. « Tu peux exercer ce droit quand tu veux. Vivre dans cet appartement, le louer, en tirer un revenu. Antoine et Céline n'ont que la nue propriété, le droit sans la jouissance. » Je savourais chaque mot. Concrètement, tu leur notifies que tu exerces ton usufruit, 3 mois pour libérer ou payer une indemnité mensuelle. 2 400 € correspond au marché pour Confluence. L'image de Céline découvrant qu'elle était locataire me procura une satisfaction délicieuse. Juridiquement inattaquable ? Absolu. Code civil, article 578 à 624. Le droit est de ton côté. Il feuilleta d'autres documents. 487 000 en 10 ans. Généreux. Stupide. Non, impair. Mais maintenant, il se cala dans son fauteuil. La réserve héréditaire protège Antoine, moitié de ta succession, impossible à modifier. Je sais, mais ta quotité disponible, l'autre moitié, tu en disposes librement. Association, musée, club de vin. Je souris vraiment pour la première fois depuis des jours.
Les amis de Bacchus apprécieraient. Et constitue une SCI pour ta maison de Croix-Rousse, tu transfères la propriété, distribues des parts, avantages fiscal, mais surtout, cette lueur complice. Ça complique toute vente future, les parts se transmettent différemment, vendre requiert l'accord unanime. Donc si je donne des parts ailleurs, Antoine ne peut pas vendre sans accord de tous. Ingénieux. Nous passâmes l'heure à construire notre stratégie, une partie d'échecs juridiques. Laurent prenait des notes précises. Une dernière chose. C'est légal, mais inconfortable pour eux. Tu assumes? Je pensais à Céline levant son verre, Antoine trinquant à mon absence. Parfaitement. En sortant, je me sentais transformé, léger. Le poids s'évaporait. J'avais les armes, la stratégie. Ne restait qu'à choisir le moment. Il arriva vite. Le surlendemain, Antoine appela. « Papa, on peut se voir? Céline voudrait s'excuser. » « Vraiment? Qu'est-ce qui motive ce soudain remords? » Silence. On aimerait discuter de certaines choses. Traduction, argent. Samedi, déjeuner chez moi, 13 heures. Je raccrochais avant négociation. Mon territoire, mes règles. Le samedi, déjeuner simple. Poulet rôti, gratin. Côte-du-Rhône, pâte d'homme Pérignon. Cette époque était finie. 15 minutes de retard. Céline, robe à 800 €. Mon argent probablement. Baiser faux. Pierre, tellement gentil, j'étais mortifié. Le champagne, vous savez? Je sais exactement, Céline. Ton neutre. Son sourire vacilla. Antoine mal à l'aise. À table, je les observais. Manie, regard complice, Céline évaluant mes objets comme une experte immobilière. Elle aborda le sujet, délicatement. Pierre, petit projet. Emma grandit. L'appartement devient juste. Nous avons vu une maison magnifique. Confluence, jardin. 4 chambres. Mais les banques sont strictes. Combien? Antoine s'anima. 120 000 supplémentaires. On a 50 000 de côté, mensonge. Mais il manque 120 000. On rembourserait, avec intérêt. Je posais mes couverts. Précision délibérée. Les regardais. Céline, sourire anticipatif. Antoine, espoir désespéré. Ils attendaient mon oui. Non. Pierre dans un puits. Céline se figea. Masque de cire. Antoine cligna des yeux. Pardon? Non, je ne prêterai pas 120 000. Plus rien du tout. Silence de plomb. Leurs pensées s'entrechoquaient. Le vieux Pierre, qui signait toujours, venait de disparaître. Mais papa, voix tremblante, Emma a besoin d'espace. Vous pensiez que je financerais votre train de vie indéfiniment? Je sortis le classeur noir, l'ouvris devant eux. 487 000 en 10 ans. Relevé, documenté. Céline pâlit. Antoine fixa sans voir. Appartement, 320 000. Travaux, 52 000. Meubles, 28 000. Mercedes, 45 000. Petit coup de main, plus de 100 000. Sans parler vacances, cadeaux. On ne savait pas que vous comptiez, murmura Céline. Accusation. Je suis notaire. Les comptes, mon métier. Je tournais des pages. Reconnaissance de dette, 67 000 jamais remboursés. Dès que j'aurai mon bonus, papa, les promesses s'accumulent. Antoine ouvrit la bouche, referma. Poisson hors de l'eau. Vous reprochez notre acceptation? Céline, voix aiguisée. Vous insistiez. Vrai. Classeur refermé, claquement. Vous m'avez considéré comme distributeur automatique. Code PIN, émotionnel, grand-père, famille, Emma. Fonctionnait toujours. Main croisée, geste de Laurent, calme, contrôlé, menaçant. Voilà ce qui se passe. Premièrement, plus 1 euro. Terminé. Deuxièmement, l'appartement. Quoi? Antoine, voix montée. J'exerce mon usufruit. Silence dense. Céline, Yeuron. Votre quoi? Usufruit. Vous avez nue propriété. Titre. J'ai usufruit. Droit d'usage. Acte de donation. Article 7. Jamais lu? Céline secoua la tête. Notre appartement. Mon usufruit dans votre nue propriété. Nuance juridique. Lettre de Laurent sortie. 3 mois. Libéré ou payé 2400 mensuels. Quoi? Céline bondit. Vers manquat renversé. Impossible. Possible. Maître Laurent Fontaine confirmera. Consultez qui vous voulez. Antoine tremblait. Visage blanc puis rouge. Papa, folie. On vit là.
Emma, école proche? Je n'expulse pas, j'offre un choix. Partir ou payer prix marché. 2400? Céline respirait mal. Impossible. Nos charges? Crédit? Trouvez moins cher. Lyon offre option. Vénissieux. Prix raisonnable. Vénissieux, quartier populaire, gifle. Céline me fusilla. Courtoisie évaporée. Monstre. Pour une blague ivre? Je me levai. La dominais. Voix calme, glaciale. Non, 10 ans de portefeuille ambulant. Vous avez transformé mon fils en complice. Profitez sans jamais gratitude sincère. La blague, dernière goutte. Enveloppe tendue. Antoine, main tremblante. Document officiel par huissier, 48 heures. 90 jours pour disposition. Consultez avocat, il confirmera. Ils partirent. Déjeuner inachevé. Céline tempêtant, Antoine hébété. Depuis fenêtre, je regardais. Mercedes que j'avais payé, démarrage trombe. Téléphone sonna. Laurent. 3 cabinets appelés. Ils cherchent une attaque usufruit. Et personne prend, trop solide. Un avocat conseilla accepter, négocier montant. Sourire. Parfait. Sûr jusqu'au bout? Pas de retour. Photographie Antoine enfant, face contre bureau, années exploitées, toast Céline. Jamais été aussi sûr. Romané Conti 1990, servi. Roula sur langue, riche, complexe, parfait. Certaines choses s'amélioraient. Vengeance aussi. Jour suivant, arrêter victime. Découvrir pouvoir existait. Suffisait décider l'utiliser. 40 ans droit français. Détermination faire. Il découvrirait conséquences. Une semaine plus tard, je me trouvais dans le bureau de Madame Sylvie Rousseau, expert comptable dont le cabinet donnait sur la Saône. Femme d'une 50aine d'années, regard acéré derrière ses lunettes, elle avait cette rigueur comptable qui transforme les chiffres en vérités implacables. « Monsieur Morel, j'ai épluché tous vos relevés. » Elle tapota une pile de documents. « C'est édifiant. » Je m'installai confortablement. « Dites-moi tout. Les prêts à votre fils. 67 000 € au total, tous documentés avec reconnaissance de dette signée. Date précise, montants exacts, aucun remboursement. Légalement, vous pouvez exiger le remboursement immédiat, avec intérêts légaux. Si refus, procédure judiciaire. Elle tourna une page. Mais ce n'est pas tout, regardez ici. Elle me montra un document bancaire. Vous figurez comme caution solidaire pour un crédit automobile de 45 000 €. Mercedes classe C. Mon sang se glaça. Je n'ai jamais signé ça. Votre signature est ici, ou une très bonne imitation. Son doigt suivit la ligne. Si votre fils et sa femme cessent les paiements, la banque se retournera contre vous, automatiquement. Je fermai les yeux. Même ma signature, il l'avait exploitée. Option. Contester la signature, déposer plainte pour faux et usage de faux. Ou, elle hésita. Ou utiliser ça comme levier, légalement. Je souris. Madame Rousseau comprenait vite. Autre chose? Vos donations, l'appartement, les travaux, tout, juridiquement propre, mais... Elle sortit un autre dossier. Avez-vous pensé à votre maison de Croix-Rousse? Et ma maison de famille, 650 000 € de valeur. Exactement. Actuellement, à votre décès, elle ira directement dans la succession. Votre fils héritera. Il pourra la vendre. Elle me regarda par-dessus ses lunettes. Sauf si vous créez une SCI. Maître Fontaine m'en a parlé. Alors faites-le. Société civile immobilière. Vous transférez la maison dans la société, vous distribuez les parts comme bon vous semble, 60% pour vous, 40% à qui vous voulez. Votre fils ne pourra jamais vendre sans l'accord de tous les associés. La beauté du plan m'apparut dans toute sa splendeur. Antoine et Céline, qui comptaient sur cette maison, qui en avaient déjà calculé le prix de vente pour leur villa en Provence. Combien de temps? Avec un bon notaire? 2 semaines. Les statuts de SCI sont standards. L'acte de transfert prend un peu plus. Disons 1 mois pour tout finaliser. Faites-le, maintenant. Elle sourit. Première fois que je la voyais sourire. J'appellerai Maître Fontaine cet après-midi. En sortant de son bureau, je marchais le long des quais. Lyon s'étalait sous un ciel d'automne clair. J'avais l'impression de voir la ville différemment. Plus nette, plus belle.
comme si des années de brouillard s'étaient dissipées. Mon téléphone vibra. Un message d'Antoine. « Papa, on peut discuter de ta décision, s'il te plaît ?» Je glissai le téléphone dans ma poche sans répondre. Le temps des discussions était révolu, le temps de l'action était venu, les 2 semaines suivantes furent un ballet juridique parfaitement orchestré, rendez-vous chez le notaire pour les statuts de la SCI, signature des documents de transfert, distribution des parts, 60% à mon nom, 40% en réserve. « Vous êtes certain de cette répartition ?» demanda maître Fontaine lors de la signature finale. « Absolument certain. »« Très bien. » Le tampon du notaire claqua sur le papier. Ce bruit métallique est définitif. C'est enregistré. La SCI Morel Patrimoine est créée. Votre maison lui appartient désormais. Je regardai le document. Noir sur blanc, légal, irrévocable. Antoine ne pourrait jamais vendre cette maison sans mon accord. Même après ma mort, les 40% restants iraient où je déciderais. Pas automatiquement à lui. Une dernière chose, dis-je à maître Fontaine. Ma quotité disponible, la moitié de ma succession dont je dispose librement. Oui, je veux la léguer aux amis de Bacchus, mon club de collectionneurs de vins, pour créer une bibliothèque œnologique. Laurent sourit. Symbolique et légal. Antoine aura sa réserve héréditaire, impossible de l'en priver. Mais le reste ira à quelque chose d'utile, pas à financer une villa en Provence. En quittant l'étude, je sentis quelque chose de nouveau, pas de la joie, pas exactement. Plutôt de la justice, froide, méthodique, parfaitement française. Il était temps de la prochaine étape, le dîner de révélation. 2 jours plus tard, je réservai une table au Bouchon des Filles, restaurant lyonnais modeste, mais excellent dans le Vieux-Lyon. Rien de luxueux, rien qui rappelle la mère Brasier. J'envoyai un message à Antoine. « Dîner demain, 20h. Venez tous les deux, nous devons parler. » Ils arrivèrent avec 10 minutes d'avance, signe de leur nervosité. Céline portait une tenue sobre. Elle avait appris. Antoine avait les traits tirés, les yeux cernés. « Papa. » Il m'embrassa maladroitement. « Merci d'accepter de nous voir. » Je commandai une simple côte du Rhône, pas de champagne cette fois. Nous parlâmes de tout et de rien pendant l'entrée. La météo, Emma et ses études, conversation creuse, tendue, puis vint le plat principal. « Bon !» Je posai mes couverts. « Parlons sérieusement. » Céline se redressa. Antoine déglutit. « J'ai pris certaines dispositions ces dernières semaines, légales, définitives. Je voulais vous en informer directement. »« Papa, si c'est encore à propos de l'appartement, » commença Antoine. « Ce n'est pas que l'appartement. » Je sortis une enveloppe de ma poche. Premièrement, j'ai créé une SCI avec la maison de Croix-Rousse. La maison familiale n'est plus ma propriété personnelle. Elle appartient à la société civile immobilière Morel Patrimoine. Le silence tomba comme une chape de plomb. « Qu'est-ce que ça signifie ?» La voix de Céline était blanche. « Ça signifie qu'à ma mort, vous n'hériterez pas de cette maison. Vous hériterez éventuellement de parts dans une société. Des parts qui ne peuvent être vendues sans l'accord de tous les associés. Des parts que je peux distribuer comme je l'entends. » Le teint de Céline passa du rose au blanc crayeux. Fascinant, cette palette d'émotions. « Mais la maison vaut 650 000, » s'étrangla Antoine. « 700 000 maintenant, le marché a monté. » Je marquai une pause. « Deuxièmement, les 67 000 € de prêt. Je veux un remboursement. 6 mois, où je passe par voie judiciaire. » Antoine ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. Un poisson rouge confronté au mystère de l'univers. « Papa, on ne peut pas, on n'a pas... » « Alors nous irons au tribunal. Avec intérêts légaux, ça fera environ 72 000. » Les mains de Céline commencèrent à trembler. Imperceptiblement d'abord, puis visiblement. Et troisièmement, je sortis un autre document. Ma quotité disponible, la moitié de ma succession dont je dispose librement, ira aux amis de Bacchus. Pour créer une bibliothèque œnologique. C'est signé chez le notaire. Irrévocable. Céline se figea, totalement, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause.
Seuls ses yeux bougeaient encore, papillonnant frénétiquement entre moi et les documents. Tu nous punis ?» La voix d'Antoine était cassée. Pour une soirée, pour des mots, je me penchai en avant, voix calme, glaciale. Je ne vous punis pas, Antoine, je rétablis la justice. 10 ans de portefeuille ambulant, 10 ans à financer votre vie sans un merci sincère. La soirée à 8 750 € où ta femme a trinqué à mon absence, c'était juste la goutte finale. Vous aurez votre réserve héréditaire. La loi française vous protège de la déshérence totale. Vous aurez 50% de ma succession, pas un euro de plus. Mais c'est notre avenir. Céline avait retrouvé sa voix, aiguë, stridente. La maison, c'est notre sécurité. On comptait sur ma mort pour vous enrichir. Oui, je sais, j'ai entendu vos plans. Villa en Provence, vous vous souvenez? Elle blêmit encore davantage, si c'était possible. Je veux tout contester, siffla-t-elle. Abus de droit, manipulation. Je souris, froid. Contester. Maître Laurent Fontaine sera ravi de vous expliquer que tout est parfaitement légal. La SCI est enregistrée. La donation de quotité disponible est authentifiée. Les reconnaissances de dette portent vos signatures. Je n'ai rien fait d'illégal, juste utilisé le droit français dans toute sa splendeur. Je me levai. Sortis 50 €, les posai sur la table. Pour mon repas, le vôtre, vous paierez, comme il se doit désormais. En m'éloignant, j'entendis Céline éclater. C'est un monstre, un vieux fou. On va... Mais sa voix se perdit dans le brouhaha du restaurant. Dehors, l'air frais de novembre me gifla agréablement. Je marchais vers ma voiture, léger. Leur stupéfaction était si pure, si authentique. Exactement ce que j'espérais. Si la surprise était un sport olympique, ils auraient décroché l'or, simultanément. Mais ce n'était que le premier acte. J'avais encore des cartes à jouer. Et ils allaient découvrir que la vengeance d'un notaire français, c'est comme un bon vin. Ça se bonifie avec le temps. Dans les semaines qui suivirent, j'observais avec un intérêt détaché la campagne de relations publiques que Céline orchestrait avec le désespoir d'un général perdant une bataille. Elle téléphonait à toutes ses connaissances communes, racontant sa version dramatique. Le père tyrannique, le vieil homme cruel qui torturait son propre fils pour une simple plaisanterie arrosée. Elle versait des larmes au téléphone, je l'imaginais parfaitement, mouchoir à la main, voix tremblante. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à Lyon, certaines vérités circulent plus vite que les mensonges. Quelques jours après notre dîner désastreux, j'assistais à la réunion mensuelle des Amis de Bacchus, mon club de collectionneurs de vins. Nous nous retrouvions au Cercle de l'Union, un établissement distingué de la presqu'île où l'on servait les meilleurs crus dans des verres en cristal. Autour de la table, 3 notaires, 2 avocats, un médecin, le directeur d'une banque privée, 2 chefs d'entreprise, 40 années de réseautage professionnel. « Pierre, me dit Gérard Blanchard, PDG d'une société de conseil, j'ai entendu une histoire curieuse concernant ton fils. » Ah, je fis tourner mon verre de Châteauneuf-du-Pape. Que dit-on? Que tu les aurais, comment dire, mis dans une situation délicate. Je souris. Non, Gérard. Je les ai mis face à leurs responsabilités. Nuance importante. Le silence autour de la table était attentif. Je racontais sans emphase, sans apitoiement. Les faits, les chiffres. Le toast de Céline célébrant mon absence. 487 000 € en 10 ans. L'usufruit que j'avais conservé par prudence. La SCI pour protéger la maison familiale. Parfaitement légal, murmura maître Dubois, un des notaires présents. Et parfaitement justifié. La réserve héréditaire est respectée, demanda Jacques Mercier, l'avocat fiscaliste. Absolument, Antoine aura sa moitié. Mais la quotité disponible va aux Amis de Bacchus, pour notre bibliothèque œnologique. Les regards s'échangèrent, des sourires approbateurs. Une villa en Provence, ricana Gérard. Avec ton argent, après ta mort, l'audace. Ou la stupidité, ajouta quelqu'un. La conversation continua. Professionnelle, factuelle. Mais je savais comment fonctionnait Lyon. Cette ville où tout se sait. Ces messieurs avaient des relations.
Leurs épouses parlaient, leurs secrétaires transmettaient. Les informations circulaient dans les bons cercles. 2 semaines plus tard, Céline commença à comprendre. Son agence de communication perdit 2 contrats majeurs. Pas de justification claire, juste, nous avons décidé d'aller dans une autre direction. Elle téléphona, supplia, rien. Ce qu'elle ne savait pas, un des clients était l'épouse de Gérard Blanchard. L'autre, le beau-frère de Jacques Mercier. Antoine aussi sentit le vent tourner. Au déjeuner d'entreprise, son directeur, qui jouait au golf avec un membre de notre club, le traita avec une froideur nouvelle. Pas d'hostilité ouverte, juste une distance. Les promotions promises semblaient s'évaporer. Les réunions importantes se tenaient sans lui. « Papa » m'appela Antoine un soir, voix brisée. « Qu'est-ce que tu as dit aux gens? On nous traite comme des pestiférés. » Je n'ai rien dit, Antoine. J'ai juste raconté la vérité à mes amis. La vérité a tendance à voyager. Mais notre réputation, votre réputation? Un rire m'échappa. Tu te préoccupes de réputation? Toi qui as trinqué à mon absence lors d'une soirée que j'avais financée? L'ironie est savoureuse. Il raccrocha. Le coup de grâce vint de là où je ne l'attendais pas. Un matin, je reçus un appel de ma mère, Geneviève Morel, 89 ans, l'élégance incarnée de la bourgeoisie lyonnaise. « Pierre, ta belle-fille a sollicité une rencontre, elle voudrait que j'intervienne. » Je souris. « Et vous allez ?» J'ai accepté. Je veux voir cette femme en face. Dimanche prochain, déjeuner chez moi. Vous serez tout présent. Maman, ne discute pas. C'est une affaire de famille. La famille Morel a des standards. Le ton ne souffrait aucune réplique. Le dimanche suivant, dans l'appartement haussmannien de ma mère boulevard des Belges, l'atmosphère était glaciale. Geneviève présidait à table dans sa robe de laine grise, perles aux oreilles, regard d'acier derrière ses lunettes fines. Céline avait préparé son numéro. Larmes, voix tremblante, appel à la compassion familiale. « Madame Morel, vous comprenez certainement qu'un malentendu ne devrait pas détruire une famille. »« Un malentendu ?» La voix de ma mère claqua comme un fouet. « Ma petite, j'ai 89 ans. J'ai survécu à une guerre, à la mort de mon mari, à 50 ans de vie lyonnaise. Je reconnais un malentendu quand j'en vois un. Ce n'en était pas un. » Céline pâlit. Pierre m'a expliqué. Les chiffres, vos projets, cette villa en Provence que vous comptiez acheter avec l'argent de la vente de notre maison familiale. Elle marqua une pause. Notre maison, celle que mon mari a achetée en 1962. Celle qu'il a léguée à Pierre avec une seule condition, la préserver pour les générations futures, pour des nazes compatibles dignes de ce nom. « Mes grands-mères, » commença Antoine, « ne m'interromps pas. » Le ton était coupant. « Tu as laissé ta femme humilier ton père publiquement. Tu as trinqué à son absence. Tu as dilapidé près d'un demi-million d'euros sans jamais dire merci, et maintenant tu voudrais que je plaide ta cause ?» Le silence était assourdissant. Pierre a créé une SCI. Parfait. Je suis entièrement d'accord. Cette maison restera dans la famille, mais seulement pour ceux qui la méritent. Emma, ma petite fille de 12 ans, leva soudain les yeux. « Grand-père Pierre a raison, maman. » Céline se tourna vers elle, stupéfaite. « Emma, j'ai entendu. Ce que tu disais à Sandrine au téléphone, comment vous attendiez que grand-père meure pour tout vendre et acheter une grande maison. C'était méchant. » La bombe venait d'exploser. Antoine regarda sa fille, puis sa femme. « C'est vrai ?» Céline ouvrit la bouche, la referma. « Sors, » dit Antoine d'une voix blanche. « Sors d'ici. Maintenant. » Pour la première fois, je vis mon fils montrer un embryon de colonne vertébrale. Et pour la première fois depuis des semaines, je ressentis quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Le lendemain du déjeuner chez Geneviève, Céline passa à l'offensive. Une offensive désespérée, maladroite, mais déterminée. Elle engagea Maître Rousseau, un avocat parisien réputé pour ses méthodes agressives. Le genre d'homme qui facture 500 € de l'heure et promet monts et merveilles. 2 jours plus tard, je recevais une assignation en justice. Requête en annulation de la SCI. Demande d'expertise psychiatrique pour suspicion d'altération des facultés mentales liées à l'âge. Contestation de l'exercice de l'usufruit pour abus de droit manifeste.
Laurent Fontaine me téléphona immédiatement. « Pierre, tu as vu ?» Je lis. Je parcourais le document, calme. Créatif. Ils invoquent l'article 901 du Code civil, captation d'héritage par donation déguisée à un tiers. Sauf que la donation aux amis de Bacchus est parfaitement légale et la SCI aussi. Ils n'ont aucune base. Je sais, mais ça va prendre du temps. C'est leur stratégie. Me fatiguer, m'inquiéter. Tu es inquiet ? Je réfléchis. Honnêtement. Un peu. Personne n'aime aller au tribunal. Mais j'ai fait mes devoirs, Laurent. Tout est bétonné. Parfait. Parce qu'ils demandent une audience en urgence. Le juge a accepté. Dans 10 jours. 10 jours pour me préparer. J'utilisais chaque minute. D'abord, rendez-vous chez mon médecin, le docteur Arnaud Perrin, qui me suivait depuis 25 ans. « Pierre, tu vas bien ?»« Très bien, mais j'ai besoin d'un certificat médical attestant de ma pleine capacité mentale, daté d'aujourd'hui. » Il sourit. « Quelqu'un conteste ta santé mentale ?» Ma belle-fille. « Ah !» Il sortit son bloc. Examen clinique complet, test cognitif, évaluation psychologique de base. Je vais être très très précis. Ensuite, collecte de témoignages. Mes collègues notaires, les membres du club, mon banquier, tous prêts à attester de ma lucidité, ma rigueur professionnelle, ma parfaite gestion de mes affaires. Laurent, pendant ce temps, construisait notre défense. Chaque acte notarié, chaque signature, chaque date, tout documenté, horodaté, irréfutable. « Ils vont argumenter que tu as agi par vengeance, » me prévint-il. « Et alors ? La vengeance n'est pas illégale si les moyens le sont. J'ai utilisé mon droit, strictement dans le cadre de la loi. »« Exactement, mais prépare-toi. L'audience sera inconfortable. » Il avait raison. Le tribunal de grande instance de Lyon, un bâtiment austère de la place Antonin-Poncet. Salle d'audience numéro 7. Le juge Martine Beaumont présidait. Une femme d'une 50aine d'années au regard perçant. Céline et Antoine à gauche, avec Maître Rousseau. Laurent et moi à droite. Maître Rousseau se leva, assuré. Costume impeccable, montre Rolex au poignet. Madame le juge, mon client et sa famille sont victimes d'une manipulation financière orchestrée par un homme qui, malgré ses compétences passées, montre des signes évidents de... Il fit une pause théâtrale. Disons, de jugement altéré par la rancune et potentiellement par l'âge. Je ne bronchais pas. Laurent non plus. La création précipitée d'une SCI, la modification drastique de dispositions testamentaires, l'exercice soudain d'un usufruit jamais utilisé en 8 ans, tout cela suggère des décisions erratiques, impulsives, prises sous l'emprise d'une colère passagère. Il parlait bien, trop bien. 3 minutes de rhétorique creuse. Le juge se tourna vers Laurent. « Maître Fontaine ?» Laurent se leva. Sans théâtralité, juste les faits. « Madame le juge, je verse au dossier. 1. Le certificat médical du docteur Perrin daté de la semaine dernière, attestant de la parfaite santé mentale et cognitive de M. Morel. 2. Les témoignages de 5 confrères notaires confirmant son professionnalisme constant. 3. L'analyse détaillée de la SCI par un expert comptable indépendant démontrant sa parfaite conformité fiscale et juridique. » Il empila les documents devant le juge. Quant à la prétendue précipitation, la SCI a été constituée après 8 semaines de préparation méticuleuse. Les statuts sont standards. L'acte de transfert respecte toutes les procédures et, il marqua une pause. La réserve héréditaire de M. Antoine Morel est strictement respectée. Il recevra exactement 50% de la succession de son père, comme le prévoit l'article 913 du Code civil. Le juge parcourait les documents. « Maître Rousseau, avez-vous des éléments médicaux contestant la capacité de M. Morel ? Nous demandons une expertise ? Ce n'est pas ma question. Avez-vous des éléments actuels ? Non, madame le juge, mais avez-vous des preuves d'irrégularité dans la constitution de la SCI ? Hésitation. Les délais semblent... Maître, les délais respectent-ils ou non le cadre légal ? Techniquement, oui, mais... Il n'y a pas de « mais » en droit, maître. Elle retira ses lunettes. L'acte notarié est régulier. La réserve héréditaire est respectée.
Le certificat médical est récent et circonstancié. Votre requête est rejetée. Le visage de maître Rousseau se décomposa légèrement. Sa Rolex tremblait, imperceptiblement, mais je vis. Madame le juge, tenta Céline. Madame, votre conseil plaidera pour vous. Maître Rousseau, autre chose? Il se rassit, vaincu. Dehors, sur les marches du tribunal, Laurent me serra la main. Victoire nette. Ils vont faire appel? Probablement. Mais ça ne changera rien. Le droit est le droit. Je regardais Céline et Antoine sortir de l'autre côté. Elle tempêtait contre son avocat. Lui marchait derrière, tête basse. Mon téléphone vibra. Un message de Didier Blanc, mon contact bancaire. Pierre, information confidentielle. Le compte joint Morel-Dubois montre des virements suspects vers un compte personnel de madame. Je peux creuser si vous voulez. Je souris. Un compte personnel. Au nom de Dubois, son nom de jeune fille. Oh, Céline, tu viens de me donner le dernier clou pour ton cercueil. Je répondis, creusez, tout. Je veux des relevés complets des 3 dernières années. La partie n'était pas finie. Elle venait d'entrer dans sa phase finale. Et moi, j'avais toutes les cartes en main. Les relevés bancaires que Didier m'envoya étaient une mine d'or. 3 ans de transactions. Compte au nom de Céline Dubois. Son nom de jeune fille. Virement régulier depuis le compte joint qu'elle partageait avec Antoine. Mon argent, détourné systématiquement. 43 000 € au total. Mais ce n'était pas le montant qui m'intéressait. C'était la preuve. « Laurent, dis-je au téléphone, j'ai quelque chose pour toi. » Quelques jours plus tard, nous étions de nouveau au tribunal. Mais cette fois, c'était moi qui attaquais. Demande de restitution pour détournement de fonds. Les preuves étaient irréfutables. Chaque virement correspondait à un cadeau que j'avais fait à la famille. Argent pour les vacances, pour les meubles, pour les imprévus. Tout réapparut miraculeusement sur un compte secret. Laurent présenta méthodiquement les documents. Vous remarquerez, madame le juge, que chaque virement de M. Morel au compte joint est suivi dans les 48 heures d'un transfert équivalent vers le compte personnel de madame Dubois-Morel. Le juge étudia les relevés. Maître Rousseau, votre cliente a-t-elle une explication? L'avocat de Céline était visiblement mal à l'aise. Ma cliente économisait pour la famille. Sur un compte secret? La voix du juge était sèche, dont son mari ignorait l'existence. Céline se leva tremblante. C'était mon argent. Pierre me le donnait. Il le donnait au couple, corrigea le juge. Pour des dépenses familiales précises. Vous l'avez détourné à des fins personnelles. Elle consulta d'autres documents. Sac Hermès Birkin, 28 000 €. Séjour à Bora Bora, 15 000 €. Alors que votre beau-père croyait financer une réparation de voiture et des cours pour votre fille. Le silence était assourdissant. Restitution ordonnée. 43 000 € plus intérêt. Délai 3 mois. Aux dépens de la défendresse. Le marteau tomba. Céline s'effondra sur sa chaise. Pas dramatiquement. Juste un affaissement progressif, comme un soufflet qui retombe. La métaphore était trop parfaite. À la sortie, Laurent me serra la main. « Il te reste une décision à prendre ?» Le remboursement du prêt. 67 000 €. Antoine ne peut pas payer, ni maintenant, ni dans 6 mois. Avec le jugement contre Céline, ils sont financièrement à terre. Je regardais par la fenêtre du cabinet. Lyon s'étendait sous un ciel de décembre gris. Propose-lui un arrangement. Il renonce formellement à la quotité disponible. Par écrit, devant notaire. En échange, j'annule la dette. Tu es sûr? Il aura sa réserve héréditaire. 50%. C'est plus qu'il ne mérite, mais c'est la loi. Le reste ira aux amis de Bacchus, pour toujours. Le rendez-vous fut fixé la semaine suivante, dans mon étude notariale, mon territoire. Antoine vint seul. Céline avait refusé de l'accompagner. Il avait vieilli de 10 ans en 3 mois. Cheveux grisonnants, traits tirés, costume froissé. « Papa, assieds-toi, Antoine. Maître Fontaine va t'expliquer les termes. » Laurent exposa clairement « Renonciation à la quotité disponible en échange de l'annulation des 67 000 € de dette. Antoine aurait toujours sa réserve héréditaire, la moitié de ma succession. Mais l'autre moitié échapperait à jamais à sa portée. « Et Céline ?» demanda-t-il d'une voix blanche.
Céline doit me rembourser 43 000 euros. Le jugement est exécutoire. Si elle ne paie pas, saisie sur salaire. On n'a pas cet argent. Alors elle vendra son sac Hermès, ou elle travaillera plus, ou elle fera un crédit. Ce n'est plus mon problème, Antoine. Il fixa le document devant lui, l'acte de renonciation, noir sur blanc. Si je refuse, je poursuis pour les 67 000, plus intérêt. Je gagne. Les reconnaissances de dette sont en règle. Ensuite, saisie sur tes revenus. Vente forcée de tous vos biens, et dans tous les cas, ma quotité disponible va aux amis de Bacchus. Donc tu perds tout. Choisis, il signa, main tremblante. Chaque paraphe était une défaite, chaque signature, une capitulation. Une dernière chose, dis-je quand il se leva pour partir. Céline et toi, c'est fini, n'est-ce pas? Il hocha la tête. Elle demande le divorce. Elle dit que c'est de ma faute si on a tout perdu. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Pour la première fois depuis des mois, il me regarda vraiment. Je pense que j'ai été aveugle, que j'ai laissé ma femme transformer mon père en ennemi, que j'ai trahi tout ce que tu m'avais appris. Je ne répondis rien. Les mots étaient inutiles. Papa, est-ce qu'un jour tu pourras me pardonner? Je ne sais pas, Antoine. Demande-le-moi dans quelques années, quand tu auras prouvé que tu as changé, vraiment changé. Il partit, dos voûté. Laurent referma le dossier. C'est fini? Je souris, presque. Le divorce d'Antoine et Céline fut prononcé en janvier 2026. Communauté réduite aux acquêts, elle avait droit à la moitié de leurs biens communs. Mais après les dettes, les remboursements, les frais de justice, il ne restait presque rien. L'appartement, toujours à moi via l'usufruit. La Mercedes, vendue pour payer leurs dettes. Les économies, évaporées. Céline obtint la moitié de ce qui restait, 8 000 euros et un vieux Renault Clio. Elle quitta Lyon pour Paris, cherchant à reconstruire sa carrière de communicante loin du réseau que j'avais méthodiquement fermé autour d'elle. Je ne ressentais aucune pitié, juste une satisfaction froide. Antoine, lui, resta à Lyon. Il loua un petit appartement dans le 7e arrondissement, modeste mais propre. Il voyait Emma un week-end sur 2, et timidement, il commença à me recontacter. D'abord, des messages courts. « Bonjour papa, j'espère que tu vas bien. » Puis des appels hésitants. « Papa, je voulais te demander... » « Emma aimerait te voir. » J'acceptai. Pas pour lui, pour elle. Le premier déjeuner avec Emma eut lieu un dimanche de février, dans ma maison de Croix-Rousse. Elle avait 13 ans maintenant, plus mûre, plus sérieuse. « Grand-père, je suis désolée pour maman, » dit-elle en trempant son pain dans la sauce. « Tu n'as pas à t'excuser pour elle. Chacun est responsable de ses propres actes. » Mais papa dit que c'est à cause de ce qui s'est passé que... Que quoi? Que ta mère a perdu son travail? Que vos parents ont divorcé? Je posai ma fourchette. Emma, ta mère a fait des choix. Mauvais choix. J'ai simplement refusé de continuer à en payer le prix. Elle hocha la tête, pensive. Tu lui as donné beaucoup d'argent? Beaucoup, pendant des années. Et elle n'a jamais dit merci. Pas une seule fois. Emma me regarda de ses yeux sérieux. Alors tu as bien fait. Cette simple phrase valait tous les jugements du monde. Les mois passèrent, printemps puis été. Antoine continuait ses efforts. Petits gestes, invitation à déjeuner qu'il payait lui-même, difficilement, avec son salaire amputé. Visite régulière avec Emma. Respect retrouvé dans ses paroles. Un soir de juillet, alors que la chaleur rendait la terrasse de Croix-Rousse particulièrement agréable, je convoquai Antoine et Emma chez moi. Ma mère Geneviève était là aussi, droite dans son fauteuil, malgré ses 89 ans. « J'ai pris une décision, annonçai-je, concernant la SCI. » Antoine pâlit. Emma me regarda inquiète. La maison de famille a besoin de propriétaires qui la respectent, qui comprennent sa valeur. Pas financière, historique, familiale. Je sortis un document de ma poche. Je donne 20% des parts à Emma, 20% à Antoine, je garde 60%. Le silence était total. Ça signifie qu'après ma mort, vous en aurez 40% à vous deux. Le reste ira où ma quotité disponible aura décidé. Mais ces 40%,
Vous ne pourrez jamais les vendre sans accord mutuel. Cette maison restera dans la famille Morel, tant que vous la méritez. Antoine avait les larmes aux yeux. Papa, je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Montre-moi. Prouve-moi que tu as compris la leçon. Enseigne à Emma ce que j'aurais dû mieux t'enseigner, que la famille n'est pas un dû. C'est un privilège, qui se gagne. Je te le promets. Les promesses ne valent rien, Antoine. Les actes, si. Geneviève sourit. Bien dit, Pierre. Emma se leva et vint m'embrasser. Merci, grand-père. Je prendrai soin de cette maison, je te le promets. Toi, ma chérie, je te crois. Plus tard ce soir-là, seul dans mon bureau, je contemplais les documents soigneusement rangés. L'acte de donation aux amis de Bacchus, les statuts de la SCI, les jugements en ma faveur, la renonciation signée d'Antoine. Tout était en ordre, légal, définitif, irrévocable. Céline avait tout perdu, réputation, mariage, accès à ma fortune, espoir d'hériter. Elle vivait à Paris, seule, recommençant à zéro à 36 ans. Antoine avait appris. Trop tard pour éviter les conséquences, mais peut-être assez tôt pour reconstruire quelque chose de vrai. Emma grandissait en comprenant que le respect n'est pas une option. Et moi, je descendis dans ma cave à vin. Les rangées de bouteilles s'alignaient, témoins silencieux de décennies de patience. Je sélectionnais un Romanée Conti 1990, l'année de naissance d'Antoine. Ironique. Sur la terrasse, sous le ciel étoilé de juillet, je versai le vin dans un verre en cristal. Il roula sur ma langue, riche, complexe, parfait. Certaines choses s'améliorent avec le temps. La vengeance aussi, apparemment. Ai-je été trop dur? Certains le diraient. Ces gens-là n'ont jamais été trahis par leur propre sang. N'ont jamais entendu leurs enfants trinquer à leur absence lors d'une fête qu'ils finançaient. Ai-je agi dans la loi? Absolument. Chaque étape, chaque document, chaque signature. La République française met à disposition de ses citoyens un arsenal juridique remarquable. J'ai simplement su l'utiliser. Leur erreur? Ils ont sous-estimé un vieil homme. En France, c'est toujours une erreur coûteuse. Je levai mon verre vers les lumières de Lyon qui scintillaient en contrebas. 40 ans de carrière, 67 ans d'âge. Et enfin, la paix, ma maison, mes choix, ma vie. Ils ont appris le respect, à leurs dépens. Et moi, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de sa propre existence. La nuit était douce, le vin était parfait, et la justice, enfin, était faite. En France, on respecte ses parents, ils l'ont appris à leurs dépens. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.